Bonjour à tous, bienvenue à notre point de la semaine pour décrypter les signaux, les chiffres et les tendances des marchés. Alors aujourd'hui, parmi les analyses de Carmignac que nous recevons chaque semaine, nous aurons les explications de Augustin Rado. Bonjour à toi. Bonjour Jean-Baptiste. Voilà, donc on a un programme en 20 minutes avec 6 zooms et ça finira avec les questions des participants si des choses nécessitent encore quelques précisions. Alors, allons sur les mouvements de la semaine. Il s'est passé donc des choses sur les marchés la semaine dernière. Alors, effectivement, semaine assez intéressante pour les marchés. Deux gros événements qui ont rythmé ces mouvements. Le premier, c'est le 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est clôturé donc ce week-end, qui a entraîné une baisse assez importante des marchés actions chinois. Alors pourquoi On a vraisemblablement un renouvellement du mandat de Xi Jinping, donc jusque-là rien de très surprenant. Mais la garde rapprochée de Xi Jinping, donc les 6 membres permanents du parti, ont été triés sur le volet et on a maintenant que des membres qui ont respecté à la lettre jusqu'à maintenant les préceptes du Parti communiste, et donc les marchés anticipent qu'on aura très probablement une continuation des politiques zéro Covid, ce qui inquiète sur les perspectives de croissance du pays. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que on est quand même dans un contexte géopolitique toujours un peu incertain avec l'Ukraine et Taïwan. Donc on a pendant le congrès eu une réitération de Xi Jinping d'une volonté à terme de vouloir que Taïwan ne soit pas indépendant. Donc ça crée de la volatilité sur les marchés. Et ce contexte aussi géopolitique avec les États-Unis et la Chine, et ce qui s'est passé sur les semi-conducteurs, qui contribue également à créer de l'incertitude sur les marchés et sur le marché chinois. Donc c'est pour ça que ce congrès, le fait que ça ait vraiment qu'on renforce le pouvoir de Xi Jinping a inquiété les investisseurs sur le marché chinois. Donc, premier événement. Deuxième événement important, à la fois technique mais également fondamental. On a eu un mouvement de taux assez important en début de semaine, avec une tension sur les taux. Et puis, on a le taux 10 ans qui a atteint le niveau des 4,3%. Et à ce moment-là, on a eu le vendredi, on a eu une publication dans le Wall Street Journal, un article qui mentionne, qui suggère que à la Réserve fédérale, à la Banque centrale américaine, eh bien, on commence à se poser la question si peut-être il ne faudrait pas attendre et digérer un petit peu, laisser l'économie digérer un petit peu ces hausses de taux et ne pas continuer à augmenter peut-être aussi rapidement. Alors, c'est pas pour autant qu'on ne s'attend pas et que les marchés ne s'attendent pas à une hausse de 75 points de base cette semaine de la Fed. En revanche, peut-être qu'on aura une banque centrale américaine qui voudra y aller un peu plus lentement dans sa hausse de taux. Donc peut-être qu'on verra une hausse de 50 points de base à la réunion suivante. En tout cas, une possibilité peut-être de vouloir un petit peu laisser les marchés digérer. C'est ce qui explique cette hausse tout simplement de l'euro face au dollar, cette remontée de l'euro, et qui marque un peu ce retour vers un environnement favorable aux actifs risqués, et donc une hausse des marchés actions, et en particulier du marché actions américain. D'accord. Alors, la macroéconomie, donc la semaine dernière, on parlait beaucoup d'inflation. Donc là, on va parler d'immobilier américain notamment. Oui, alors pourquoi on parle de l'immobilier américain Parce que, vous le savez, la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, elle cherche à casser l'inflation en cassant l'effet richesse américain, donc en cassant la demande. Et donc, il y a deux moteurs importants de cet effet richesse américain. Il y a le marché du travail qui est bien sûr très fort, avec un taux de chômage très faible. Il y a également un effet richesse lié au marché actions et lié au marché immobilier. On a eu une hausse depuis 2008 assez importante du marché immobilier, avec une accélération pendant les 2 années de la pandémie, avec dans certains États des hausses de 30% sur le marché immobilier. Donc une volonté indirectement de la Réserve fédérale d'un petit peu d'atténuer cet effet de hausse du marché. Ce qui est intéressant avec le marché immobilier,
et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit sur les mouvements de la semaine et sur ce qui s'est passé vendredi, c'est que c'est le secteur le plus sensible à une hausse de taux, donc aux actions de la Banque centrale américaine. Et ce qu'on voit, c'est que cette hausse de taux, elle commence à avoir un léger effet sur ce secteur immobilier américain, avec une hausse des taux hypothécaires. Alors, on ne le voit pas sur ces graphes ici, mais une hausse des taux hypothécaires américains, donc des taux d'emprunt immobilier qui sont passés à plus de 6%. Cette hausse du taux hypothécaire, eh bien, elle commence à freiner les envies à la fois de construction des Américains et donc la confiance des constructeurs immobiliers américains. Et elle commence aussi à inciter les Américains à garder leur maison, à ne pas la vendre, et donc à ralentir un petit peu ce phénomène inflationniste sur le marché immobilier. Ces indicateurs-là, ce sont des indicateurs avancés. Il y a dans le même temps une légère baisse du marché immobilier américain, mais qui n'est pas encore visible. Mais en tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est que ce sont vraiment les prémices des effets du resserrement monétaire américain sur ce marché-là. Pourquoi c'est important, notre manière de le dire, pourquoi c'est important également ce marché immobilier américain dans l'épargne américaine? On parle de l'effet richesse qu'il faut replier. Il faut savoir que le consommateur américain, l'investisseur américain, a sur son bilan, sur ses actions, il est très investi sur le marché actions, pas mal d'actions immobilières. Donc, le secteur immobilier rejoint également un impact sur l'épargne de l'investisseur américain. Et également, contrairement à d'autres régions, d'autres pays, on peut aux États-Unis, sur une plus-value non réalisée de son logement, de sa propriété, bien adosser un prêt à la consommation et donc soutenir ses achats, sa consommation. Et donc, c'est d'autant plus important aux États-Unis de ne pas alimenter les hausses des prix de l'immobilier. D'accord. Alors, sur notre minute pédagogique, donc effectivement, il y a beaucoup d'indicateurs qui nous abreuvent en permanence. Alors, comment mieux s'y retrouver? Là, je te donne la main. Alors, il me semble important juste de rappeler sur les indicateurs économiques. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur économique? C'est une donnée chiffrée qui va mesurer l'activité économique soit d'un pays, soit d'un secteur. L'idée pour les économistes, c'est d'essayer de faire le lien entre les indicateurs qui vont donner un indice sur les futures tendances de consommation ou de production et les autres indices qui vont confirmer ou infirmer ces différentes tendances. On parlait tout à l'heure, je vous montrais sur le graphe immobilier les ventes à la baisse immobilière, donc la baisse de ce niveau de vente de maisons aux États-Unis. Eh bien, ça, c'est typiquement un type d'indicateur avancé. Donc, il vous indique que probablement le marché immobilier américain va ralentir, probablement qu'on aura une baisse de ses prix, mais l'incidence sur les prix de l'immobilier américain, c'est un indicateur retardé et typiquement, on n'aurait pas de confirmation de cet indicateur avancé sur l'immobilier américain tant qu'on n'a pas une publication retardée de cette baisse des prix de l'immobilier. Donc voilà, donc typiquement trois types d'indicateurs qu'on regarde, ces avancées qui sont généralement qui vont mesurer le sentiment, la confiance des consommateurs, des producteurs, les coïncidents avec le plus connu, le PIB, les estimations de PIB ou le PMI manufacturier, donc l'activité manufacturière. Et en revanche, les indicateurs retardés, c'est l'exemple le plus connu, c'est le taux de chômage, et c'est bien tout le problème pour les banques centrales, c'est que ces indicateurs qui sont à la fois des objectifs peuvent arriver parfois, arrivent à la fin ou arrivent presque trop tard quand les actions restrictives ont déjà été mises en place. Très bien. Donc, le TINA. Alors, qu'est-ce que c'est que le TINA? Alors, oui, il me semblait qu'on avait un message de la semaine. Je ne sais pas si vous voulez le... Oui, le message de la semaine, on va peut-être effectivement le message de la semaine, effectivement. Comme il est en lien, voilà, l'idée, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir sur la semaine dernière, c'est que
les banques centrales, on n'a pas arrêté de le répéter, elles sont donc en train de remonter leur taux d'intérêt, d'adopter une politique restrictive pour contrer l'inflation, mais elles sont quand même dans une situation compliquée vis-à-vis de l'effet sur l'économie réelle que cette politique restrictive va avoir. Et pourquoi on a évoqué les différents indicateurs et justement le retard de ces indicateurs, c'est typiquement la Banque centrale américaine veut un taux de chômage plus élevé, car c'est une des seules manières pour elle de faire baisser la demande, la consommation américaine. Et eh bien cet indicateur de chômage sera publié à un moment où sera en faveur de ce que cherche la Banque centrale américaine seulement après plusieurs semaines, plusieurs mois après que cette politique restrictive a été mise en place. Donc, cela peut expliquer et justifier pourquoi on peut être aujourd'hui dans une dynamique où la Banque centrale américaine et les investisseurs commencent à anticiper, eh bien, peut-être on va laisser les marchés et l'économie réelle digérer cette hausse de taux qu'on a eue et voir un petit peu comment l'économie réagit à cette restriction de liquidité. D'accord, donc on va revenir à la micro que j'ai spoilé tout à l'heure. Oui, alors sur le TINA, donc c'est un concept que les gérants connaissent bien, les gérants de portefeuille. Pendant des années, on a eu TINA, ça veut dire There is no alternative. Pendant des années, on a eu un environnement où les taux, que ce soit les taux d'emprunt, les taux souverains des pays développés ou le crédit, étaient à des niveaux très faibles. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a un retour, on a de nouveau un retour de ces rendements très attractifs, que ce soit ici sur le taux 2 ans tel qu'on vous le montre ici, ou sur le crédit. Par exemple, sur le crédit, sur le rendement d'une obligation européenne de haute signature, en moyenne sur les 10 dernières années, on était à 1%. Aujourd'hui, on est à 4%. Pour vous donner une idée de l'attractivité de ces rendements. Donc l'idée, c'est de dire, bien en fait, là où un fonds diversifié, à une époque, c'était quoi? C'était une poche action, une poche risque et une poche obligataire qui se voulait sans risque ou en risque très léger. Eh bien aujourd'hui, on a deux sources de performance pour un portefeuille mixte, deux sources de performance et donc plus de diversification et plus besoin pour l'investisseur d'aller chercher un risque extrême sur certains marchés actions. Et on l'a vu, cette dynamique, cet environnement de taux très bas, c'est ce qui a conduit certains investisseurs à aller chercher toujours plus de rendement avec toujours plus de risques et parfois même sur des segments très spéculatifs. Hein. C'est aussi cela qui a conduit voilà, ce qu'on a pu voir sur certaines crypto-monnaies ou sur les NFT ou d'autres investissements alternatifs, mais c'est bien cet environnement d'aucune alternative où les actions finalement étaient le seul moteur de performance possible qui est en train de changer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la gestion diversifiée et pour les fonds mixtes. D'accord. Alors, on a vu ça. Et maintenant, si on veut aller dans le concret de l'action, sur ce qu'on peut faire pour investir et se positionner sur les marchés, quelques idées? L'idée simplement, c'est de remettre à l'honneur un petit peu justement les fonds mixtes et notamment le fonds qui vous est proposé chez nous sur cette plateforme, donc Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, qui est un fonds mixte investi à la fois sur l'obligataire européen et sur les actions européennes, et comprendre qu'on peut retrouver justement toute l'attractivité notamment du crédit et de l'obligataire au global sur un fonds mixte avec une diversification qui va vous permettre de vraiment optimiser votre espérance de rendement vis-à-vis du risque prix. Donc voilà pour la suggestion d'allocation. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi dire en termes de meilleurs complémentaires? Bien sûr, hein, ce fonds est bien sûr éligible sur EasyBourse. On le trouve
facilement via le moteur de recherche ou dans la rubrique OPC. Puis on a effectivement une description du fonds. Et puis effectivement, il est tout à fait disponible en ligne sur le site EasyBourse. Voilà, donc si on peut peut-être passer, si vous avez si des choses nécessitent des précisions, des explications, profitez de la présence d'Augustin pour poser vos questions, soit via le chat, soit via les questions. Donc là, j'ai une première question. Alors, sur le fonds que vous avez cité, quel est votre taux d'exposition aux actions? Donc, je vais revenir peut-être sur la fiche de présentation du fonds pour donner quelques éléments. Voilà, donc, quel est le taux d'exposition aux actions sur ce fonds Carmignac P Patrimoine Europe? Donc, effectivement, on a une fourchette assez flexible sur l'exposition d'actions du fonds de Carmignac Portefeuille Patrimoine Europe. Aujourd'hui, l'exposition est assez faible, proche des plus bas, toujours dans un contexte, voilà, pour nous qui reste encore, voilà, on reste dans un environnement de politique monétaire très restrictive et on profite de tout rebond de marché pour un petit peu réduire les niveaux de risque, en tout cas sur les marchés actions. C'est pour ça qu'on garde une exposition assez faible au fond. D'accord. Une autre question, quelle est la part investie? Est-ce que vous êtes investi à 100% en ce moment sur Carmignac P Patrimoine, ou est-ce que vous avez des liquidités? Est-ce que vous êtes... Alors, on adopte une stratégie vraiment assez, ce qu'on appelle la stratégie barbell, avec pas mal de liquidités d'un côté et voilà, en revanche, des investissements actions de long terme, mais qui sont voilà, couverts tactiquement via des positions dérivées pour justement gérer ces épisodes de volatilité qu'on peut voir sur les marchés. D'accord. Alors, il y a une autre question sur la saison des résultats, donc qui a commencé récemment. D'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière. Quels sont vos premiers retours ou analyses sur donc, cette saison des résultats? Alors, ce qu'on anticipait, nous, ce qui était important de garder en tête quand on a abordé cette période, c'est que on avait, là où les marchés avaient été très influencés et très rythmés par une contraction des valorisations, dans le sillage d'une hausse des taux, on avait finalement des bénéfices, les bénéfices anticipés des entreprises qui restaient très élevés. On s'attendait forcément un petit peu à ce que les marchés soient déçus ou un petit peu choqués par ce qui se passe. Et pour nous, c'est cette dynamique-là, donc d'optimisme non justifié sur les bénéfices, c'est à la fois une mauvaise nouvelle au global pour les marchés actions, mais une bonne nouvelle aussi quand on est sélectionneur de titres, parce que voilà, on essaye bien d'anticiper les segments sur lesquels il peut y avoir un peu plus de fragilité. Et c'est le cas par exemple sur certains de nos fonds sur lesquels on avait réduit, même sur des valeurs de grande qualité, mais liées au segment de la publicité. Eh bien, par exemple, c'est comme Google ou Facebook, c'est des entreprises de grande qualité, mais c'est des entreprises qu'on avait pu réduire dans nos autres fonds globaux, parce que voilà, on s'attend à ce qu'il y ait des fragilités sur ce type de segment qui est très lié à leur consommation. Et donc voilà, l'important, c'est de sélectionner des valeurs qui vont être moins vulnérables au type de fragilité qui vont émerger dans ce type d'environnement. D'accord. On va peut-être prendre aussi une dernière question. Alors, quelqu'un qui voulait des précisions sur Tina, donc qui n'avait pas bien compris comment résumer simplement, cette slide. Alors en fait, ce que j'ai pas forcément expliqué, c'est ce que vous avez sur les deux lignes. Donc la première ligne, c'est le rendement des bénéfices de l'indice action américain S&P. Donc c'est une manière de montrer tout simplement comment il est calculé, ce rendement des bénéfices. Ce sont les bénéfices à 12 mois passés divisés par le prix. Donc c'est une manière de montrer un petit peu le rendement qu'un investisseur action peut avoir sur ce type de produit. Un peu comme le PER, le Price Earning Ratio à peu près, ou est-ce qu'on peut Alors c'est exactement l'inverse du Price Earning Ratio, mais mathématiquement l'inverse. En revanche, voilà, on compare ce type de rendement en l'occurrence aux 2 ans US, qui finalement
segment obligataire très peu risqué. Et ce qu'on montre, c'est qu'aujourd'hui, pendant des années, il était très difficile d'avoir un rendement positif sur des obligations. Et donc, finalement, l'investisseur était, pour faire simple, était obligé d'aller sur des actions pour espérer une performance positive. Et bien aujourd'hui, on est dans une situation où on peut obtenir du rendement via le crédit, via l'obligataire au global. Et donc, on n'est plus obligé d'être exposé simplement aux actions pour espérer générer de la performance. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la gestion diversifiée et pour la gestion mixte au global. Très bien, merci pour cette précision et ce retour. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près fait le tour. Si je n'ai pas plus de questions, toujours le petit message d'avertissement qui va bien. Et donc, il me reste à te remercier chaleureusement, Augustin, et à remercier chaleureusement aussi tous les participants et leurs questions. Merci beaucoup et très, très bonne journée. À bientôt sur les e-bourses. Merci.